Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission, le Talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Dans cette émission, nous vous faisons apprécier, vous le savez, les compétences techniques dont dispose l'Afrique, et ces compétences sont couplées avec les grandes préoccupations du continent. Aujourd'hui, nous sommes honorés et heureux de recevoir M. Bundunku Lata, M. Paul Bundunku Lata, qui est directeur exécutif du Centre de médiation et de gestion des conflits en Afrique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Georges Abouké. Merci beaucoup de nous faire l'amitié, l'honneur, le plaisir d'être sur notre plateau. En tout cas, nous allons parler de concepts qu'on n'entend pas souvent dans le fonctionnement de l'Afrique, et pourtant, cela est très important. Nous allons commencer par vous connaître davantage. Vous avez été ministre, vous êtes diplomate. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été diplomate? Vous êtes toujours diplomate? Disons, du point de vue de la carrière, je peux dire que j'ai été diplomate, mais j'ai le titre honorifique d'ambassadeur dignitaire. Ambassadeur dignitaire. Alors vous avez fonctionné d'abord sur place au Gabon? Exactement. J'ai fait toute ma carrière au ministère des Affaires étrangères, où j'ai commencé comme tout le monde, comme chargé d'études. Ensuite, je suis devenu directeur, plutôt chef de division, directeur des organisations internationales. Ensuite, j'ai occupé les fonctions de directeur des affaires européennes, avant d'être promu secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Et puis après, vous avez été nommé ambassadeur. Après, j'ai été nommé ambassadeur du Gabon au Maroc. Alors donc, vous avez fait donc le Gabon, ensuite le Maroc. Après le Gabon, je suis allé au Maroc, qui a été mon premier poste. Oui. Ensuite, je suis allé aux États-Unis et le Mexique. Et après, j'ai terminé par la République fédérale d'Allemagne. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre carrière de diplomate, ambassadeur africain dans ces différents pays? Bien, écoutez, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a marqué, c'est fondamentalement d'abord la complexité de la carrière. Elle est complexe pour un Africain dans la mesure où elle nécessite beaucoup de moyens. Et si on n'a pas ces moyens, notamment à l'étranger, on ne peut pas vraiment répondre à toutes les sollicitations. Figurez-vous, un pays continent comme les États-Unis, quand vous êtes ambassadeur, avec peu de moyens, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous ne pouvez pas, par exemple, quand il s'agit d'aller rencontrer des autorités ou bien des opérateurs économiques, si vous êtes à Washington, s'il faut aller à San Francisco, c'est un long voyage. C'est un long voyage, mais c'est un gros budget. Ouais. Et généralement, les diplomates africains dans leur ensemble sont gênés par le fait de la modicité de leur budget, ce qui limite leur champ d'action. Vous avez le titre d'ambassadeur dignitaire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une reconnaissance. Je vous ai dit que c'est une fonction honorifique qui est conférée au Gabon depuis le décret qui date de 1972 à de hauts fonctionnaires qui ont servi leur pays à l'étranger, notamment en qualité d'ambassadeurs. Et lorsqu'ils arrivent quasiment à la fin de leur carrière, le chef de l'État seul décide de leur conférer ce titre-là. Le titre d'ambassadeur dignitaire. Quand on parle de conflit, c'est vrai que les êtres humains, partout où ils sont, génèrent des conflits. Alors, quand on parle de conflit, il s'agit de quels conflits? Des conflits au niveau des individus, des conflits au niveau des sociétés commerciales, des conflits au niveau national, ou bien des conflits même entre pays. De quoi s'agit-il exactement? D'abord, la notion de conflit, elle est d'abord liée à la nature de l'homme. L'homme, dès sa naissance, vit le conflit. Et beaucoup de chercheurs, justement, dans ce domaine, conviennent de dire que, vous savez, le premier conflit de l'homme, c'est celui de l'enfant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa mère.
quand l'enfant, vis-à-vis de la mère, réclame, par exemple, son lait, il crie, la tétée, il crie, il pleure. Il est en conflit avec sa mère. Il est en conflit avec sa mère. Il est en conflit avec sa mère, donc par conséquent, il exige un certain nombre de choses qui lui permettent de répondre, n'est-ce pas, à son besoin dans l'immédiat. Est-ce que c'est un conflit, c'est une demande? Est-ce qu'il n'y a pas conflit quand la mère ne réagit pas bien? Il y a conflit dans la mesure où il n'obtient pas sa satisfaction de manière, comment dirais-je, pacifique, consensuelle. Il faut qu'il pleure, il faut qu'il se manifeste d'une certaine manière, hein, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès la naissance, nous rentrons dans le domaine du conflit. Et nos sociétés sont conflictogènes dans la mesure où dans les essences, elles sont habitées par le conflit. Et c'est pas pour rien qu'il y ait même des guerres. Hein. Et très souvent d'ailleurs on fait la confusion, on pense que la guerre est un conflit. La guerre n'est pas un conflit, la guerre est un moyen de régler un conflit. Hein. Et ce qui est aussi rassurant, c'est que beaucoup de nombreux chercheurs admettent que c'est grâce au conflit que nous progressons, que nous nous développons, n'est-ce pas? Mao Tse-tung disait que la révolte est révolutionnaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas obtenir le progrès sans la révolte. Et donc, le conflit est en lui-même porteur d'un certain progrès. Aujourd'hui, quand je suis dans ce studio, je vois vraiment le développement prodigieux de technologies modernes. Mais savez-vous que c'est grâce à la guerre, notamment aux 2 premières guerres mondiales, qu'il y a eu un bond prodigieux dans le développement des communications, dans le développement des technologies modernes, notamment dans le développement de l'aéronautique. On sait par exemple qu'Internet vient dans le domaine de l'Internet. Donc c'est grâce aux 2 dernières guerres mondiales, la première et la deuxième, qu'il y a eu ces développements. Alors donc, si je comprends bien, hein, toutes les situations où il y a une contradiction sont... Là où il y a une contradiction, là où il y a une compétition, ça génère, n'est-ce pas, le conflit. Donc un enfant avec sa mère. Absolument. Donc le conflit. Des époux. Les époux. Le conflit, c'est défini très précisément comme l'opposition, n'est-ce pas, d'une partie à une autre partie. Donc l'enfant s'oppose à sa mère, l'époux peut s'opposer à son épouse, ainsi de suite. 2 opérateurs économiques, l'entreprise c'est la même chose. Le salarié s'opposera à son employeur. Les syndicats voilà, à leur patronat. Donc tout les partis politiques aussi. Absolument, tout cela crée de conflits. Et là aussi, les chercheurs, notamment nord-américains, pour synthétiser tout ça, ont ramené les conflits dans le cadre d'une certaine typologie. Hein. Et du point de vue de la société occidentale et nord-américaine, on distingue généralement 5 types de conflits. On peut rapidement les passer en revue. Il y a des conflits relationnels, c'est-à-dire qui peuvent opposer entre 2 individus qui voient leur communication se détériorer. Ça, c'est un conflit. Le deuxième conflit, c'est le conflit informationnel, n'est-ce pas? Le fait d'avoir un déficit de communication, d'information entre vous et moi peut créer un conflit. Des fois entre un pouvoir et sa population. D'où des fois l'ampleur des rumeurs. Le fait même justement des rumeurs, ça peut créer un conflit. Je vous ferai pas l'économie, par exemple, de ce qui s'est passé aux États-Unis lors des dernières élections américaine entre Clinton et le président Trump, avec l'intervention présupposée de l'Union de la Russie. Et donc, vous voyez donc ce qu'ils appellent le fact-checking. Donc, c'est source de conflit. Donc, les conflits informationnels constituent un groupe bien précis. Ensuite, il y a les conflits structurels.
qui peuvent être dus à la rareté des ressources en eau, ressources en énergie, ressources en environnement. Donc ça peut créer des conflits. Par exemple, le conflit entre la Palestine et Israël est envenimé entre autres par le fait de la rareté de l'eau, n'est-ce pas, et potentiellement c'est source de conflits. Bon, il y a des conflits de valeurs également. Vous avez suivi en France le débat autour du foulard islamique. Tchador, voilà. Également le débat autour de la laïcité. Donc en France, il y a un conflit entre les membres de la société musulmane qui voient le foulard comme un élément de leur culture, alors que la société française se réclame comme une république laïque. Donc le conflit des valeurs sont également une préoccupation essentielle. Et enfin, conflit d'intérêts qui peuvent opposer, par exemple, deux actionnaires dans une société. Pour le partage, n'est-ce pas, de leurs profits, de leurs bénéfices, ils peuvent ne pas s'entendre et donc par conséquent, un conflit peut naître. Et par conséquent, là aussi, les conflits d'intérêts sont source de conflits. Bon, mais ça, cette catégorie échappe un tout petit peu à la société africaine, pour simplifier. En Afrique, il y a également quand même de plus en plus de chercheurs africains qui estiment également qu'on peut faire une typologie de conflits. Et il y a un chercheur de l'université Omar Bongo qui a fait une très bonne typologie que je retiens en 5 points également. En Afrique, il estime qu'il y a d'abord les conflits qui sont nés des mouvements de notre lutte de libération pour l'indépendance, avec nos mouvements de libération, le FNL, le Frélimo, le MPLA. Dans chaque pays, dans chaque pays pratiquement, la jeunesse africaine, la FEANF, tout cela. Dans chaque pays, il y a eu des mouvements de libération pour l'indépendance. Ça a créé des conflits. C'est source de conflits. Bon, d'autres conflits, c'est des conflits de frontières. Nous avons, comme on le dit, par le fait de la balkanisation, hérité les frontières de la colonisation, et donc c'est source de conflit. Je vous renvoie au conflit entre le Burkina et le Mali, qui s'est soldé par la saisine de la Cour internationale de justice. Il y a d'autres... en Afrique du Nord, le Maroc, le Sahara occidental, un peu partout. Il y a les conflits de sécession. Là, nous avons eu dès 1960 en République démocratique du Congo la sécession katangaise avec Moïse Tshombe. Il y a eu d'autres sécessions. Le plus connu, c'est l'Érythrée. L'Érythrée qui s'est retirée de l'Éthiopie. L'Ogaden qui voulait se séparer de la Somalie. Le Kabila, plus près de nous, qui voulait affirmer son autonomie par rapport à l'Angola. Effectivement, au Nigeria, il y a des tentatives, n'est-ce pas, avec le Biafra. Il y a eu le Biafra. Bon, récemment, nous suivons l'actualité au Cameroun, où il y a la partie anglophone qui réclame une certaine autonomie. Donc, il veut même complètement se détacher. Absolument. Donc ces conflits de sécession sont également source d'opposition entre les partis en présence. Il y a les conflits également d'identité. Les conflits d'identité, par exemple, au Libéria, la guerre du Libéria, c'est qu'il y a une communauté qui veut s'imposer au détriment des autres communautés parce qu'elle considère qu'elle est plus importante, elle doit contrôler les richesses, elle doit contrôler le pouvoir, donc par conséquent c'est source de conflits. Et enfin, il y a les conflits liés à la conquête du pouvoir. Et cela, c'est depuis le processus de démocratisation obtenu en 1990. Vous comprenez que avec les conférences nationales. Avec les conférences nationales, souveraines ou non souveraines, eh bien, ces conflits
nous le vivons tous les jours. Et donc, par conséquent... Alors, ce tableau rapidement dressé, comme je le disais tout à l'heure, il donne une image assez trouble, non, de l'Afrique? Pas seulement de l'Afrique. J'ai d'abord commencé par la société nord-américaine. Pour nous, ce qui nous intéresse, pour ce qui nous intéresse, effectivement. C'est l'Afrique. Et donc, c'est l'Afrique, et ça permet de dire qu'il y a lieu de créer des cadres de gestion de ces conflits-là. Et c'est ce qui nous a amené, pour ce qui nous concerne, de créer ce que nous appelons le centre de médiation et de gestion des conflits en Afrique, avec la préoccupation de régler 2 ou 3 types de conflits. Nous n'avons pas la compétence de résoudre tous les conflits. Tout, ouais. Nous réglons les conflits d'affaires. Dans la mesure où nous avons... C'est-à-dire les conflits d'intérêts, comme vous avez dit? Non, les conflits d'affaires. C'est différent des conflits d'intérêts? Absolument, c'est différent des conflits d'intérêts. C'est des conflits d'affaires. Les conflits d'affaires, c'est les conflits commerciaux, les conflits au niveau des opérateurs économiques, au niveau des entreprises. N'est-ce pas? Ça, c'est des conflits dans la mesure où nous avons été associés dans le processus de mise en œuvre à Libreville du centre de médiation, non, du centre d'arbitrage et de médiation-conciliation. Et donc, nous avons un pôle qui s'occupe de ce volet. Lorsque le centre de Libreville sera effectif, eh bien, notre pôle travaillera de concert avec le centre d'arbitrage et de médiation-conciliation du Gabon. Donc, conflit d'affaires? Conflit d'affaires. Ensuite, il y a les conflits politiques. Et là, c'est pour répondre justement à la pléthore, n'est-ce pas, des oppositions qu'il y a au niveau des différents États, des malentendus sur le plan politique. D'un État? À l'intérieur d'un État. La question... les rapports entre les communautés, entre ethnies, tout cela. Donc c'est source. Vous avez pris une part dans le règlement du conflit post-électoral au Gabon, après l'élection de, jusque-là, de 2016? Là, notre centre n'était pas encore... créé. Non, il était créé, mais il n'était pas encore fonctionnel. Bon, je terminerai par notre dernier volet de compétences, c'est les conflits économiques, sociaux et environnementaux. Et là, c'est toute la gamme qui concerne la sensibilisation sur ce que les Nations Unies appellent depuis l'agenda sur la paix que Boutros Ghali avait mis en œuvre sur le rôle de la prévention dans la gestion des conflits, n'est-ce pas? Les conflits, comme je viens de vous dire, sont divers et donc par conséquent, nous avons créé cette cellule pour s'occuper de tout ce qui concerne les questions économiques, les questions sociales et les questions environnementales. Alors on sait que dans les différents pays africains, depuis quelque temps, il y a une institution qui est née, qu'on appelle, selon les pays, la médiature ou la grande médiature de la République. Est-ce que vous fonctionnez en relation avec ces institutions? C'est tout à fait différent. Les médiatures... on parle du grand médiateur de la République. Absolument. Les médiatures créées par les différents États, notamment en Afrique francophone, c'est une... comment dirais-je, c'est une émanation de la pratique anglo-saxonne de ce qu'on appelle l'ombudsman, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui écoute les problèmes, n'est-ce pas, liés au fonctionnement des différentes administrations, fonctionnement interne des différentes administrations. Donc, le médiateur de la République essaye, n'est-ce pas, quand vous avez un problème avec votre administration, vous allez le voir et il vous accompagne pour essayer de résoudre la question. Mais vous faites pas la même chose? C'est tout à fait différent. Ça, c'est public. Nous, la médiation au sens que nous entendons, comme dans la plupart des centres qui se sont créés en Europe, par exemple, c'est des centres privés
Il n'y a pas de complémentarité, de collaboration. C'est vraiment privé. C'est vraiment privé. Mais le public et le privé peuvent marcher ensemble des fois. Bien sûr, mais les domaines, les champs d'action ne sont pas les mêmes, hein, n'est-ce pas? En France, par exemple, il y a un médiateur de la République. Bon, en même temps, il y a le centre de médiation et d'arbitrage où j'ai fait ma formation. Mais en tout cas, les deux ne se côtoient pas. Et en France, je vous dis que les centres de médiation et d'arbitrage sont de plus en plus nombreux à se créer, et donc ils n'ont rien à voir, strictement rien à voir avec le médiateur de la République. Alors, quand on parle de gestion des conflits, vous l'avez souvent dit, il y a un mot qui apparaît, qui transparaît et qui s'impose, c'est la médiation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par médiation? Bien. Vous savez, d'abord, je suis désolé de vous... La question, c'est de savoir d'où vient la médiation, avant de définir ce qu'elle est, n'est-ce pas? Allez-y, ouais. Vous savez, quand il y a conflit, il y a nécessité d'un dialogue, n'est-ce pas? Le dialogue doit se créer d'abord entre les parties qui sont concernées. Et après ce dialogue, donc, il y a le processus de négociation qui s'instaure entre les deux parties qui sont concernées. Des fois 3, non? Des fois 3 ou 4? Non. Ah, c'est 2. C'est 2. Que 2? C'est 2. La négociation, le dialogue, c'est d'abord 2. D'abord, dialogue. Dans dialogue, il n'y a pas multi. Mais c'est d'un conflit, on ne peut pas se retrouver à 3. Dialogue, c'est d'abord 2 personnes qui s'opposent, 2 parties qui s'opposent. N'est-ce pas? 2 entités qui s'opposent. Mais c'est lorsque ces parties ne parviennent pas à une solution, hein, n'est-ce pas, que intervient un tiers. Et c'est là qu'intervient le médiateur. Sur appel de qui? Ça peut être de l'une ou l'autre partie, ou les deux à la fois. Une partie ou les 2 parties peuvent convenir de saisir le médiateur. Donc le médiateur est un tiers qui intervient. Il ne s'auto-saisit pas. Il ne s'auto-saisit pas. Il faut qu'on lui fasse appel. Il est saisi par les 2 parties qui conviennent. Ou par l'une des parties. Hein. Ou bien par l'une des parties qui conviennent de le solliciter. Donc c'est un tiers qui intervient, mais il intervient en respectant un certain nombre de règles. Notamment, peut-être pas des règles, mais des principes. N'est-ce pas? Le principe de neutralité, le principe d'impartialité, le principe d'indépendance. Ce sont les 3 éléments clés. Et à cela s'ajoute un autre élément plus technique qui est celui de l'écoute. Il faut qu'il soit en mesure d'écouter attentivement les besoins exprimés par l'une ou l'autre partie. Vous ne pouvez pas conduire une bonne médiation si vous n'avez pas vraiment bien écouté les motivations, les besoins exprimés par l'une ou l'autre partie. Je voudrais m'arrêter là aussi, ici, pour parler de l'Afrique. En Afrique, on sait gérer les conflits. De façon symbolique, on se met sous l'arbre à palabre et on règle les conflits. Est-ce que là aussi... Il y a des similitudes. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'insisterai beaucoup sur les différences. Parce qu'en Afrique, on aboutit à un résultat. C'est le règlement du conflit. Pas nécessairement. Et le chef, il décide. Il y a eu adultère, permettez-moi, il y a eu une situation conflictuelle. En tout cas, le chef, après avoir écouté les différentes parties, décide. D'abord, je résume l'arbre à palabre. On identifie un problème. L'une des parties, là c'est les éléments communs à la médiation. L'une des parties ou les 2 ensemble vont trouver le chef. Le chef qui les réunit, soit dans un hangar, soit sous un arbre. Au Sahel, ça peut être le baobab. Et chez nous, en Afrique centrale, ça peut être un atangatier, un manguier. Et donc, par conséquent, le chef appelle tout le monde. Il appelle les personnes concernées, mais il appelle également les membres de la communauté.
de par leur expérience, de par leur âge, qui viennent également assister au débat contradictoire. Et ils désignent un modérateur, souvent la personne qui a une certaine éloquence, qui a une certaine maîtrise, n'est-ce pas, des proverbes. Et donc, par conséquent, ce modérateur influence d'une certaine manière les débats. Et d'autant plus qu'après le modérateur, les autres membres de la communauté ont la possibilité également d'intervenir. Mais avant la conclusion donnée par le chef, qui fait la synthèse, mais une synthèse, pas une synthèse biaisée, mais une synthèse qui correspond à peu près à l'orientation qui a été donnée, et le modérateur et les autres membres, eh bien, le souci fondamental du chef, c'est la cohésion sociale, c'est la pérennité du clan, la pérennité du lignage. Et donc, par conséquent, le chef aura tendance de prendre une décision, certes, qui est une décision, mais qui a cette faiblesse de ne pas toujours aller dans le sens de la volonté des partis. Mais au moins, c'est une décision. C'est une décision, mais qui tient compte essentiellement du souci de maintenir le lien au sein de la communauté. Et donc, par conséquent... Il y a réparation des fois, Oui, malgré les réparations ne viennent que pour davantage renforcer le lien de la communauté que de répondre de manière directe à la satisfaction de l'une ou l'autre partie. Et puis sa sentence, elle est exécutoire. Elle est du chef. Elle est exécutée. Elle est exécutée, mais dire qu'elle est exécutoire, vous savez, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une façon dans tous les cas. C'est une façon de gérer. C'est une façon de gérer le conflit. Et de toute façon, nos conflits dans la société traditionnelle ont été gérés de cette manière. Elle a son efficacité. Bon, mais elle a ses limites. Elle a également ses limites. Avec la vie qui est devenue qui est très très complexe. Et je reviens encore à la complexité de la société américaine. Et c'est pas pour rien qu'on a créé les nouveaux modes alternatifs de règlement de conflits. C'est pour tenir justement compte de cette complexité et que par conséquent, ces nouveaux modes, n'est-ce pas, ont cet avantage d'insister sur le maintien de la relation malgré le conflit qui a opposé deux parties. Alors, quelles sont les personnes ou les personnes morales, les institutions qui peuvent entrer en contact avec vous pour vous demander de les aider à gérer les conflits? Mais je reviens quand même un peu en arrière en ajoutant aussi que est-ce que quand on parle de prévention, il n'y a pas un rôle de conseil que vous devez jouer? Absolument. Pour anticiper. Vous savez, je vous ai pas dit tout ce que notre centre... je ne vous ai pas livré tout le champ d'activité de notre centre. Allons-y pour l'essentiel. Il y a les études, il y a le conseil, il y a la formation, n'est-ce pas? Bon, vous savez que la médiation et la négociation aujourd'hui, ce sont des disciplines à part entière qui sont enseignées aux États-Unis comme en Angleterre, en France. À être un bon médiateur, il faut être un bon négociateur. C'est devenu des métiers et donc c'est des disciplines à part entière dans les universités et grandes écoles de management notamment. Donc vous en formez, vous formez des médiateurs et négociateurs. L'une des activités à l'étape du développement de notre structure porte sur la formation et donc sur la sensibilisation. Il faudrait que l'activité du médiateur, de la médiation, de la négociation puisse être dans les gènes, n'est-ce pas, de l'Africain qui jusque-là est, comment dirais-je, ne connaît que les tribunaux classiques et un tout petit peu l'arbitrage. Et je me réjouis que à Conakry, le 23 octobre 2017, à Conakry, les ministres de la Justice
ont signé l'acte de l'OHADA relatif à la médiation. C'est un vide qui va être comblé et qui va permettre de plus en plus aux conventions d'affaires et tout cela d'insérer la clause de médiation, parce que jusque-là, les conventions, les traités ne faisaient allusion qu'à l'arbitrage, n'est-ce pas? Et l'OHADA, comme donc vous allez être de plus en plus sollicité. Si je suis sollicité, c'est volontiers que je l'accepterai. Ce que je voulais dire, c'est que cet acte-là est très très important parce qu'il va permettre à la médiation de devenir une pratique vraiment quotidienne. Bon, bien sûr, c'est que si je peux me le permettre, le cueil un tout petit peu de cet instrument, c'est qu'il a été essentiellement mis en œuvre par les juristes et par donc les ministres de la Justice. Et donc par conséquent, la médiation telle qu'elle est envisagée par l'OHADA ne concerne essentiellement que les conflits d'affaires, les conflits commerciaux. Et donc par conséquent, ils mettent l'accent davantage sur la médiation institutionnelle, c'est-à-dire celle qui est faite en rapport avec le juge, n'est-ce pas? Et donc par conséquent, je crois que cet écueil-là ne permet pas de profiter des autres aspects de la médiation, mais qui sont énormes. Mais c'est déjà un premier pas très important. Ouais. C'est déjà un premier pas très important parce que jusque-là, il y avait un vide juridique vraiment criard. Est-ce qu'il ne vous revient pas aussi de montrer que, j'allais dire, vous êtes pratiquement incontournable? Absolument. Je voudrais vous dire qu'en 2014, par exemple, il y a eu une très grande réunion à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur une grande rencontre de beaucoup d'experts sur les modes alternatifs de règlement de conflits. Et à l'époque, il n'y avait que la Côte d'Ivoire qui avait pris un décret pour pouvoir encadrer, pouvoir organiser la médiation dans son corps judiciaire, n'est-ce pas? Et les autres États, dans d'autres États, il y avait un vide total, presque une indifférence totale. Vous avez une position de pionnier en quelque sorte, ça? Je considère comme étant effectivement parmi les pionniers. Il y a peut-être pas, mais je sais qu'il y a des collègues qui travaillent par exemple au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans d'autres États, où même la médiation est déjà même enseignée. En Côte d'Ivoire, la gestion des conflits enseignée à l'université d'Abidjan, je crois même en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est déjà, comment dirais-je, des élans qui sont novateurs et qui peuvent être appréciés à leur juste valeur. Ça va dans le sens sur lequel je voudrais insister, à savoir que la médiation, pour qu'elle soit bien appréciée, bien appréhendée, bien appropriée, il faut d'abord qu'elle soit connue. Et pour qu'elle soit connue, bien évidemment, il faut qu'elle soit enseignée, notamment dans les grandes écoles, dans les universités et grandes écoles, de management notamment. Alors je ramène ma question quand même. En dehors des entreprises, du secteur des affaires, qui sont les personnes susceptibles d'être l'objet de la médiation? Les associations, les groupes d'intérêt, les catégories sociales, les femmes, les jeunes, les institutions. Les couples? Oui, il y a une médiation civile. Les couples peuvent effectivement venir vers moi pour essayer de trouver des solutions amiables dans les différends qui les opposent. Donc les organisations internationales, régionales, sous-régionales. Donc c'est un champ vaste de partenaires avec lesquels je suis appelé à travailler et je travaille. Et donc par conséquent, le défi est vraiment grand et énorme.
Alors, quels sont les mots-clés de la médiation? Moi, j'en ai noté quelques-uns. Hein. En vous écoutant, il y a dialogue, il y a consensus, il y a compromis, il y a facilitation, il y a bons offices, etc. Je ne sais pas si ce sont des termes qui sont proches les uns des autres, mais en même temps... Oui, c'est... au départ, les bons offices, c'est depuis pratiquement le Moyen-Âge hein, en diplomatie, on utilise le concept des bons offices. Hein. Et donc, par conséquent, la facilitation, c'est aussi un concept, notamment qui sied dans les conflits, notamment de caractère politique. Hein, c'est à ce titre que vous avez un certain nombre de médiateurs qui sont souvent sollicités de par l'expérience qu'ils ont acquise, soit dans la gestion des affaires publiques, soit dans la carrière diplomatique internationale. Eh bien, ces personnes sont sollicitées pour pouvoir régler ces conflits. Et donc, par conséquent, il faut se garder de confondre hein, entre le moyen et le résultat, n'est-ce pas? Bon, la médiation, la facilitation, les bons offices, hein, la négociation sont des moyens, n'est-ce pas, qui ont pour but de parvenir à des résultats qui peuvent être de compromis, qui peuvent être de consensus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à vous écouter, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un couple, une entreprise, une institution devrait, de la même façon que on a comme conseil des juristes, des religieux, etc., est-ce qu'on doit avoir à côté de soi un conseil en médiation? Absolument. Tout dépend de la volonté des parties. Les partis peuvent aller voir un chef religieux pour obtenir des conseils. Ils peuvent aller voir un juriste, un avocat pour obtenir des conseils. Ils peuvent également venir chez les médiateurs pour obtenir un conseil. Vous savez, dans les modes alternatifs, il y a ce qu'on appelle la vie technique amiable, qui est aussi un mode qui permet à toute partie, toute personne physique ou morale qui est concernée de venir solliciter un avis auprès du médiateur auprès du centre de médiation et de gestion de conflits pour obtenir un avis sur tel ou tel problème qui le préoccupe à un moment donné. Vous êtes accessible. Vous avez dit que les tribunaux ça coûte cher. Est-ce que du point de vue ce qui est à payer c'est accessible? C'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. Ça n'a rien à voir avec le coût d'un tribunal et la lenteur d'un tribunal. De toute façon, ou le coût si vous donnez l'exploitation d'un avocat. Absolument. Si de toute façon, je peux vous faire la confidence. Ce n'est même pas une confidence, c'est une réalité, n'est-ce pas? En 2007, quand je suis allé au centre de médiation et d'arbitrage de Paris, mais j'étais curieux de voir que les 3/4 de mes collègues, c'était des avocats. Ah. Absolument. Vous savez, des domaines nouveaux, comme par exemple dans la propriété intellectuelle. Et si vous recourez à un tribunal, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Alors que ça, c'est des questions que vous pouvez résoudre par la médiation le plus rapidement possible. N'est-ce pas? Vous avez aujourd'hui, par exemple, des questions sur la cybersécurité. C'est des questions qui sont virtuelles de tous les jours, hein, notamment aux États-Unis, mais ces questions sont nombreuses. Si vous voulez passer par les tribunaux, mais vous allez perdre. Après, ça commence à exploser en Afrique. Hein. Absolument. Donc voilà des champs nouveaux où vraiment le règlement amiable par la médiation, par la négociation sont plutôt peuvent être interpellés, peuvent être sollicités. Et donc, plus la société avance, plus on verra que les moyens traditionnels qu'on utilisait pour pouvoir résoudre ces problèmes varient. Donc, je reviens sur... Il faut s'adapter. Hein. Il faudrait s'adapter. Et donc, vous avez aujourd'hui beaucoup d'avocats qui abandonnent
le travail habituel de l'avocat, de défendre les clients auprès du tribunal. Ils abandonnent leur robe d'avocat. Absolument, pour pouvoir créer la médiation. Pour pouvoir créer, pour pouvoir, oui, mener l'activité de médiateur. S'ils le font, c'est qu'il y a un avantage, un intérêt. Nous allons aborder la dernière ligne droite de notre émission. Quelle est votre vision du panafricanisme? On en parle beaucoup, mais il faut que ça ait une certaine forme. Et puis, comment est-ce que vous voyez l'Afrique pacifiée, réconciliée avec tous les conflits que nous avons? L'Afrique réconciliée avec tout ce que nous voyons comme conflit. Mais c'est un rêve. C'est un rêve, en même temps un souhait. Je crois que c'est dans mon intervention que vous avez fait allusion à l'ISTA, j'étais arrivé à la conclusion tirée du passage de l'expression du pape Paul VI qui disait que le développement, le nouveau nom du développement, c'est la paix. N'est-ce pas? Et lorsque on a créé les Nations Unies, on a davantage parlé de paix. On n'avait pas parlé de développement. Dans la charte, vous trouverez difficilement le concept de développement. Encore qu'au départ, c'était la balkanisation Absolument. La priorité, c'était la paix. Et le pape Paul VI a eu raison en 1964 de dire que le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Et donc, par conséquent, toute l'activité qui se fait de plus en plus est tournée autour du développement. Il va sans dire que ce développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de paix. L'Afrique ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix. D'autant plus que le terrorisme est en train de déployer ses tentacules. Je parle comme objectif cardinal. D'où la nécessité de trouver tous les moyens possibles de régler au mieux les conflits. Les conflits aujourd'hui de plus en plus qui sont complexes. Comment parler avec les terroristes? On négocie avec, on peut négocier, on peut négocier avec les terroristes. Vous savez, c'est toute une spécialité. Hein. Je ne vous apprendrai pas que la négociation avec les terroristes, c'est une spécialité. Tous ceux qui ont fait la sécurité, certains aspects de la sécurité, savent très bien que il y a un langage qu'il faut entretenir avec les terroristes. Je ne sais pas ma spécialité, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un code qui permet vraiment de rentrer en contact avec les terroristes et de les ramener à une certaine forme de raison. Notre préoccupation, c'est l'Afrique réconciliée. Donc l'Afrique réconciliée, l'Afrique pacifiée, avec quelques conflits, mais pas autant de conflits. Est une nécessité. Vous avez au départ fait allusion au panafricanisme. Oui, j'appartiens à une génération où le panafricanisme a été non seulement en vogue, mais c'est une ambition. À l'université, nous avons, pour la plupart, nous avons étudié en France, nous avons, comment dirais-je, profité des bienfaits du panafricanisme au regard, n'est-ce pas, de la manière que nous, les étudiants africains, notamment en France, nous étions organisés sous le couvert de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, hein, n'est-ce pas, la FEANF, qui a été une émanation du Rassemblement démocratique africain créé en 1949 par des grandes figures comme Houphouët-Boigny, hein, qui, contrairement à ce que l'on a pensé, qui ont été les grands artisans de la quête de l'Afrique vers l'indépendance, vers son autonomie et son indépendance. Et donc, j'appartiens à une génération où le panafricanisme a été un grand rêve, un grand projet, et d'autant que Kwame Nkrumah
dès l'indépendance du Ghana, je crois en 1957, a fait comme un cheval de bataille, a fait de l'unité africaine comme un cheval de bataille. Je vous renvoie à son ouvrage sur l'Afrique doit s'unir. Donc, vous voyez, c'est avec un accent martial. Donc, pour Kwame Nkrumah, l'unité africaine était un impératif catégorique. Et donc, par conséquent... Et aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que si nous avons eu l'OUA en 1963, c'est un processus qui allait dans le même sens de créer les conditions d'un panafricanisme réel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être il faut plus considérer le panafricanisme avec seulement sous l'angle, comment dire, de l'émotion, mais il faut vivre avec l'existence des États qui y sont, et donc par conséquent, les cercles concentriques qui sont créés par les institutions régionales, sous-régionales, vont dans le sens du panafricanisme. Et il arrivera un moment que toutes ces organisations vont se dépasser pour pouvoir créer les conditions, n'est-ce pas, optimales d'une unité africaine réelle, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan scientifique et technique. Et le président de l'Union africaine, Paul Kagame, a demandé donc la création d'un marché africain. Et vous comprenez, la zone de libre-échange, une zone de libre-échange africaine. Vous comprenez, toutes ces initiatives vont dans le sens de la réalisation du vrai rêve, de la mise en place des conditions d'un panafricanisme réel en Afrique. Et vous pouvez être sûr que je suis partisan de tous ces processus-là. Merci beaucoup, Monsieur Paul Bounoukou-Lata. Je ne vous laisserai pas partir sans vous faire parler de vos deux ouvrages. Oh. Vous avez écrit des livres. Oui. Et ça aussi, c'est important. Il faut consigner les idées, l'expérience dans des ouvrages. Oui, vous savez, j'ai parlé un peu au départ de la complicité de ma carrière de diplomate. C'est que je n'ai pas été tout simplement un diplomate, mais j'ai été un conférencier. Vous avez dit un bouillon de culture. J'étais un bouillon de culture. Et donc, en même temps, et d'ailleurs même le président Omar Bongo me l'avait dit, mais il ne savait pas que quand je lui avais donné un exemplaire de mon premier ouvrage, il me disait, mais il ne savait pas que j'étais écrivain. Je dis, mais oui, on n'est pas écrivain, on le devient. Le premier ouvrage, je l'ai écrit sur l'administration Clinton et l'Afrique. Donc, je suis arrivé au moment où le président Clinton également arrivait, en 1993. Il arrivait et il est parti devant moi. Et donc, quand j'avais été sollicité par mon ancienne université de Poitiers et également par l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris où je suis membre, eh bien, à faire une conférence sur la politique africaine des États-Unis, eh bien, j'ai estimé que je devais donc pouvoir transformer cet exposé que j'avais fait dans ces deux institutions. La substance de ce La substance, c'est que, en fait, c'est un bilan de l'action en direction de l'Afrique marqué par davantage de promesses que de réalisations. Alors, donc des promesses non tenues. Des promesses, de grandes idées oui, qui ont été dégagées, mais malheureusement qui n'ont pas abouti à des réalisations concrètes. Ironie du sort. Et c'est pourquoi, d'où l'intérêt de mon deuxième ouvrage sur la politique africaine de George W. Bush, n'est-ce pas? Et ironie du sort, les Africains... En a-t-il eu d'ailleurs? C'est la question. Absolument. Ironie du sort, je vais vous surprendre, comme souvent je surprends les collègues africains à qui je dis cela. Le président Bush, en dehors... C'est Bush fils, hein? Bush fils. Oui. En dehors du président Kennedy.
le président Bush est celui qui a eu une politique africaine très concrète, caractérisée par la création par la concrétisation. Lui, il a été génial. Tout ce que Clinton avait lancé comme projet, il les a mis en application. Et c'est Bush qui a mis en application. Quelle que soit la nature, par exemple la Goa dont on parle aujourd'hui, Bush a mis en application, alors que nous, diplomates africains, nous avons conçu l'initiative avec le président Clinton, avec l'administration Clinton. Mais Bush, le président Bush a mis ça en application sur les SIDA, sur l'aide au développement, sur le commerce. Donc, il a fait beaucoup, hein, le président Bush. Et il n'a pas non seulement promis, mais il a réalisé. Alors, rappelons les titres de ces deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est l'administration Clinton et l'Afrique. Le deuxième ouvrage, c'est la politique africaine de George W. Bush. Voilà, merci beaucoup Dr Paul Boundoukou-Latta. Nous avons fait le tour, mais nous ne sommes pas allés dans tous les détails. Je pense que tous ceux qui ont envie d'approfondir les questions liées à la gestion des conflits et l'Afrique pourront vous rencontrer. Il suffit peut-être de vous chercher sur le net, ils vont vous Absolument, retrouver. Le centre de médiation et de gestion des conflits en Afrique, sur le net, ils trouveront, il y a un site web, donc pas de problème, ils pourront, ou bien ils cliquent sur mon nom, Paul Boundoukou-Latta, et ils verront que ils obtiendront les informations complémentaires qu'ils voudront avoir à l'issue de notre rencontre d'aujourd'hui, pour laquelle je tiens à vous remercier. Je tiens également à vous féliciter pour cette structure panafricaine que vous venez de mettre en place à Libreville. Je m'honore que ce soit au Gabon, dans mon pays, que vous avez eu l'idée géniale, n'est-ce pas, de créer le label TV qui, je recommande à tous les Africains, deviendra un grand média pour pouvoir faire entendre vraiment la voix africaine. Encore merci beaucoup à vous, Dr Paul Boundoukou-Latta. Je crois que tout a été dit. Pour les détails, eh bien, ils sauront, notre public saura comment vous retrouver. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons bientôt, toujours sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, pour un autre numéro de cette émission que vous appréciez bien, le Talk. Au revoir.